Donc avec moi pour discuter de ce sujet, Anne-Sophie Joly. Vous êtes fondatrice et présidente du Conseil national des associations d'obèses. Et Laurence Champier, vous êtes directrice générale de la Fédération française des banques alimentaires. Et donc moi, pour ma part, je suis chargé d'études économiques chez Asterès, et donc je suis économiste, et on a réalisé un travail justement sur le coût socio-économique de l'obésité en France, qu'on a estimé pour cette année, donc pour 2024, à 12,7 milliards d'euros. Donc un chiffre que je vous révèle dans la confidence en exclusivité, car officiellement l'étude n'est pas encore sortie, mais elle devrait sortir le 18 novembre. Et donc je vais vous donner un peu plus d'informations sur ce chiffre. 12,7 milliards d'euros. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux composantes dans ce coût. La première composante, qui n'est pas très importante, qui n'est pas en proportion, pas très élevée, qui ne représente que 2% du coût, c'est le coût de la prise en charge de l'obésité. Ce coût est relativement faible dans notre estimation, tout simplement parce qu'on a très peu de données sur le traitement et la prise en charge des patients en situation d'obésité, pour des raisons diverses que, à mon avis, on aura le temps d'aborder après. Et 98% du coût de 12,7 milliards d'euros, c'est ce qu'on appelle les complications de l'obésité, c'est-à-dire toutes ces pathologies qu'on associe, qu'on attribue à l'obésité. Il y en a un certain nombre, ça va des cancers, des maladies cardiovasculaires, des lombalgies, par exemple, le diabète, tout un tas de pathologies en fait, qui sont associées à l'obésité et qu'on attribue à l'obésité. C'est-à-dire qu'on part du principe que si cette personne n'avait pas été en situation d'obésité, elle n'aurait pas développé cette pathologie. Et nous, on estime qu'il y a à peu près 7 millions de pathologies, d'événements de santé comme ça, qui sont pas directement de l'obésité, mais attribuables à l'obésité. Cette estimation qu'on a fait pour l'année 2024, c'est en fait une actualisation de l'estimation qu'on avait fait pour 2020. En 2020, le coût de l'obésité, on l'avait estimé à 10,7 milliards d'euros, donc le coût a progressé de 2 milliards d'euros, d'à peu près 4,5% par an depuis 2020. C'est une évolution qui s'explique à la fois par la progression de l'épidémie. Le taux de l'obésité, il est passé de 17% à 18%, et aussi à cause de l'augmentation en fait, des coûts de santé. Ça coûte de plus en plus cher, par exemple, de traiter un cancer, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, et l'innovation coûte cher. Et tout ça fait que le coût total de l'obésité progresse assez vite. Et on a estimé, en tirant en fait, les courbes et en faisant l'hypothèse que les choses allaient continuer, en tout cas si on ne fait rien, on a estimé que le coût de l'obésité pourrait atteindre 15,4 milliards d'euros à horizon 2030. Ce n'est pas une fatalité, on ne dit pas que c'est ce qui va arriver, mais en tout cas, si on continue à ce rythme, c'est probablement ce qui risque de se passer et d'arriver. Et donc, évidemment, maintenant qu'on est en train de prendre conscience du sujet, assez ou pas, je ne sais pas vous me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas, la question qu'il faut se poser, c'est comment maintenant on évite on évite que cette prophétie, en fait, si je peux utiliser ce terme, ne se réalise, et comment on stoppe la progression de l'obésité. Donc c'est un peu à ça qu'on va essayer de réfléchir pendant ces 3 quarts d'heure. Anne-Sophie Joly, je vous passe la parole, si vous voulez rebondir et apporter votre contribution. Alors merci et bonjour à tous. Moi je vais commencer par une question. Est-ce que dans la salle, vous savez si l'obésité est reconnue comme maladie? Levez la main. Ok, donc les mains levées, c'est reconnu comme une pathologie en France. La réponse est non. Ouais. En France, on a fait beaucoup de choses sur l'obésité parce qu'effectivement, on est quelques-uns à être un tout petit peu déterminés depuis des décennies, mais pour autant, l'obésité n'est toujours pas reconnue comme pathologie et que pour autant, les soignants ne sont pas formés en cursus initial, les professionnels de santé et les paramédicaux, alors qu'ils sont confrontés à la moitié de leur patientèle qui est en surpoids et en obésité. C'est-à-dire qu'en France, on a 33 millions de personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité. C'est un non-sens. Et ce surpoids et cette obésité vont développer ou peuvent développer
jusqu'à 18 pathologies associées. Cancer, hypertension artérielle, AVC, troubles du rythme cardiaque, ostéo-articulaire. Enfin, vous avez plein de pathologies. Et le Covid, alors là, pareil, le Covid que tout le monde a en mémoire, le Covid, sur des cohortes nationales et internationales, 40% des gens qui sont morts, c'était nous. 47% des gens qui étaient en réa, c'était nous. Et on se retrouve à se battre encore depuis des années à faire en sorte de protéger la population et notamment protéger nos enfants. Quand vous voyez qu'il y a des enfants, alors je suis désolée, on est après le repas, je ne suis pas très love dans mon discours, mais quand vous voyez que vous avez des enfants qui déclenchent des NASH, des stéatoses hépatiques non alcooliques, la maladie du foie gras à 9 ans, on attend quoi? Qu'on a des diabètes type 2, on attend quoi? Donc en fait, le discours qu'on a là, bon, je suis un petit peu, j'ai pris 2 cafés, mais je suis un petit peu active, mais c'est une pandémie non transmissible qui est la 4e cause de mortalité dans le monde. Et à notre niveau associatif, c'est insupportable de ne rien faire ou de ne pas aller aussi loin que ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a la précarité. Il faut pouvoir donner un maximum d'informations et de chances à l'intégralité de la population, parce que quoi qu'il arrive dans votre vie, à un moment donné, vous ou un de vos proches peut être touché par le surpoids et l'obésité. Et le surpoids et l'obésité, ce n'est pas une volonté de la part de l'individu, pas du tout. Et que le jugement, que la stigmatisation faite sur bah, c'est quand même pas compliqué, on arrête de manger, le problème est réglé. Mais si c'était que ça, on aurait réglé le problème depuis très longtemps. Donc voilà, c'est comment on peut faire en sorte qu'effectivement, ben, on arrête, ne serait-ce que arrêter cette progression de l'obésité et de faire en sorte qu'on puisse aider au maximum l'intégralité de la population sur ne pas prendre du poids ou de le gérer une fois que la pathologie est effectivement entamée. Donc voilà, nous, notre liste au Père Noël, je vous la dirai tout à l'heure, elle est assez longue, mais je vais laisser la parole sur effectivement la problématique des banques alimentaires. On a tous un pouvoir d'action. Tous. Nous, quand on a commencé, moi j'ai commencé, je suis Madame Michu. Hein. Je dis voilà, je suis une madame qui a un problème de poids, je ne suis pas la seule. Donc, comment on peut faire avancer les choses et comment on peut co-travailler ensemble. Mais je pense que il y a ce que peuvent faire les politiques et puis il y a ce que peut faire le terrain. Et que lorsque le terrain, plus un autre terrain, plus un autre terrain avance, eh ben on est en capacité d'avancer tous ensemble. Merci Anne-Sophie. Alors, je suis Laurence Champier, directrice générale des banques alimentaires. Et effectivement, le sujet de l'obésité, du surpoids, du diabète, ce sont des pathologies qu'on voit au quotidien avec les personnes que l'on accompagne. Aujourd'hui, les banques alimentaires, c'est le premier réseau d'aide alimentaire en France. On accompagne plus de 2,4 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire. Avec une augmentation extrêmement forte depuis la crise du Covid. On accueille plus de 30% de personnes qui se retrouvent dans des difficultés économiques et monétaires. Et donc, eh bien, on essaye de prévenir comme on le peut, effectivement, en faisant de la distribution alimentaire et de l'accompagnement social, toutes ces personnes qui sont en difficulté déjà matérielle, qui sont déjà stigmatisées par une situation de précarité, dans leur appréhension de leur état physique et une meilleure compréhension aussi de leur prise en compte de leur santé. Dans la dernière étude qu'on a faite, 71% des personnes qu'on a interrogées considèrent qu'ils ont un problème de santé. Donc vous êtes déjà en situation de précarité et en plus, vous déclarez avoir un problème de santé. Et dans les deux premières pathologies qui arrivent, c'est le diabète. C'est 16% de la population qui en accompagne aujourd'hui qui est diabétique. C'est 6% à peu près dans la population générale. Et en deuxième arrive le surpoids et l'obésité. Et là, on a des chiffres, on le sait, c'est en sous-évaluation. On a à peu près 25% des gens qui déclarent qu'ils sont en surpoids, en obésité. C'est déjà compliqué de parler à un travailleur social ou de parler à un bénévole dans une association. Donc parler en plus du surpoids
ou de l'obésité ou d'autres problèmes de santé, eh bien, ça amène de la stigmatisation. Les gens ont peur qu'on porte un jugement, comme le disait Anne-Sophie, sur eux. Et alors qu'on a des outils très simples pour les accompagner. Et donc, depuis 2020, pendant la période du Covid, on a mis en place un programme qui s'appelle Bon Geste et Bonne Assiette, qui est un programme de prévention santé. Et un des premiers objectifs de ce programme, c'est justement d'accompagner les personnes quand elles viennent à l'aide alimentaire dans une des 6000 associations partenaires de notre réseau, avec des cycles d'ateliers qui leur sont adaptés. Et donc, on a monté des cycles d'ateliers pour alimentation, précarité et diabète. On a monté des ateliers autour de l'alimentation à petit budget, l'anti-gaspillage, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que les habitudes de consommation des personnes qu'on va accompagner dans ces cycles d'ateliers sont modifiées par rapport aux personnes qui n'ont pas l'occasion, qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir être accompagnées. Et le docteur Sarkozy, ce matin, dans la conférence à laquelle j'ai assisté, parlait du aller vers. Et je pense que ce qui est le travail qu'on fait aujourd'hui, entre l'étude, les parties prenantes qui travaillent justement sur faire de peut-être l'obésité, effectivement, une maladie reconnue, chronique, à part entière, participe à cette prévention et à cette prise en compte de populations qui sont encore plus touchées, je dirais, parce que quand on est dans la population classique, vous avez la Sécu qui va vous envoyer un papier, j'en discutais lors du déjeuner, pour un examen dentaire. Vous allez recevoir à un certain âge un papier pour un check-up complet. Quand vous êtes en situation de précarité, ces papiers, vous ne les ouvrez pas, vous ne les lisez pas, et vous êtes encore moins, je dirais, soucieux de ces sollicitations que vous pouvez avoir de la part de la sécurité sociale ou d'autres, parce que vous êtes occupé à déjà pouvoir vous nourrir correctement, avoir un emploi à peu près stable, etc. Je vais vous donner un chiffre. Chez les personnes qu'on accompagne aujourd'hui, 60% ont un CDI. Donc on accompagne une majorité de personnes qui sont en situation d'emploi, qui ont un logement, qui sont insérées socialement, mais le choc de l'inflation, le Covid, toutes les crises successives que nous avons connues, les ont mis dans une situation, encore une fois, de précarité alimentaire. Donc on ne peut pas traiter tous les sujets. Et donc, pour revenir à ces ateliers Bon Geste et Bonne Assiette, ce qui est très intéressant, d'abord ça casse un peu les idées reçues, c'est que les gens qu'on accompagne, en discutant avec eux, on se rend compte qu'ils cuisinent. Alors, peut-être pas autant qu'il faudrait, mais en tout cas, ils suivent les recommandations du PNNS, du Programme National Nutrition Santé. Mais pour autant, ils sont en insuffisance alimentaire. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je prends les familles monoparentales, 41% des personnes qui viennent dans ces ateliers, familles monoparentales, ne font que 2 repas par jour. Voilà. Il y a des choix qui se font à un moment donné, souvent des mamans qui ne mangent pas parce qu'elles vont plutôt dédier le budget alimentaire, qui est le 2e poste de dépenses des ménages aujourd'hui, à leurs enfants. Ou pour une question de temps, voilà, les enfants déjeunent à la cantine à midi, et donc le soir, on va se nourrir beaucoup plus simplement, et peut-être que là, il y a des efforts à faire. Et puis, on a aussi un effort à faire, et aujourd'hui, c'est vraiment un des enjeux majeurs pour les associations d'aide alimentaire. On a une grille de lecture qui est très compliquée. Nous sommes des associations humanitaires, on ne peut pas tout faire, hein, il faut qu'on soit appuyé par les politiques publiques, mais on assure environ 240 millions de repas par an à ces 2,4 millions de personnes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forte augmentation, plus 30% en 5 ans, des personnes qui ont recours à l'aide alimentaire. Et donc il faut qu'on ait suffisamment de denrées à distribuer à ces associations et à ces personnes. Il faut qu'ensuite les modes de distribution de ces associations soient conformes aux produits qu'on va aller récupérer. On ne va pas distribuer des produits à des associations et à des bénévoles qui font des maraudes comme à celles qui tiennent des épiceries sociales ou des restaurants sociaux ou des centres d'hébergement. Et puis ensuite, on a une vraie réalité, c'est les conditions de vie des personnes. Et donc dans la dernière étude qu'on a faite, on s'est rendu compte que 6% des répondants n'avaient pas de plaque électrique. 9% n'ont pas de frigo. 20% n'ont pas de congélateur. Donc c'est très difficile aussi de pouvoir entendre et de pouvoir appréhender tous les messages qui sont portés notamment par l'État, le gouvernement, le ministère de la Santé ou de l'Agriculture sur les 5 fruits et légumes par jour ou sur d'autres, je dirais, slogans ou campagnes, quand vous-même, vous n'avez pas de quoi vous cuisiner correctement et que vous êtes dans un hôtel social et que vous n'avez qu'une bouilloire
pour vous faire à manger. Donc il faut qu'on prenne en compte tous ces paramètres-là et qu'on accompagne les personnes. Et comment on fait ? Aujourd'hui, on travaille ensemble avec Anne-Sophie et avec d'autres acteurs pour essayer de porter un message commun et qu'il n'y ait pas d'oubliés. Voilà, que ça ne soit pas que les gens qui soient avertis ou qui sont curieux ou qui ont la chance d'avoir accès à l'information qui puissent bénéficier de la prévention. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on forme aussi nos bénévoles. Et ça, c'est extrêmement important parce que je pense que le relais se fera aussi par les citoyens. Et donc aujourd'hui, on a 7000 bénévoles au sein des banques alimentaires qui agissent au quotidien, qui sont au contact soit des donateurs, soit des associations partenaires qui viennent se fournir chez nous. Et on va les former à la nutrition. On va les former justement à toutes ces maladies liées à l'obésité, au diabète, pour que chacun, à son échelle, puisse agir et puisse surtout passer les bons messages au bon moment pour que la personne qui est en situation de précarité puisse se poser la bonne question et se dise est-ce que moi je suis concernée ou pas. Voilà, donc je pense qu'on va peut-être maintenant parler de ce qu'on fait ensemble parce que il y a des beaux projets et en tout cas c'est pas évident au début de mettre banque alimentaire, Anne-Sophie Joly et puis d'autres acteurs et on est très contents en tout cas aujourd'hui du travail qui est fait ensemble. Les sources, est-ce que vous savez quelles sont les sources ou les actions qui font qu'on devient à un moment donné en problématique de poids ? Je suis désolée, je vous fais travailler après le repas, j'espère qu'on n'a perdu personne. Quelqu'un se mouille ou pas ? Allez, on y va. Alors, sédentarité, ouais. La génétique. Ouais. Ouais. Oui. Bah, tout est bon. Diabète. Ouais. La publicité. Ouais, bah on est chaud là. L'ultra-transformation de l'agroalimentaire. Ouais. Après, on a fait le tour ou pas? Alors, j'ai entendu maladie et... Ouais. Il y a les polluants, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a les entrants. Effectivement, on a parlé des stress post-traumatiques, agressions physiques, psychologiques. Dans les choses qui n'ont pas été dites aussi, c'est lorsqu'une maman est enceinte. Alors, on a parlé de génétique. Un des deux parents a un problème de surpoids ou d'obésité, désir d'enfant. L'enfant, alors je fais des gros raccourcis, hein. L'enfant a 40% de chances de récupérer la génétique. Les deux parents, c'est 80% de chance. S'il y a un déclenchement de diabète gestationnel, on réaugmente la pile. Si il y a pas d'allaitement, on réaugmente la pile. Si c'est une naissance par césarienne et pas par voie basse, donc pas d'ensemencement microbiotique, on réaugmente la pile. Et puis après, voilà, il y a toute la vie, c'est comment on va manger, comment on perçoit l'alimentation. Alors, il y a des gens qui mangent parce qu'ils sont stressés, parce que c'est l'antidépresseur d'une journée pas très agréable de stress. Donc en fait, le cerveau, il va vous dire on va décompenser un peu parce que là, j'en peux plus. Il y a l'ennui. Il y a tout un tas de facteurs. Et la problématique, et Madame Vautrin le disait aussi, c'est dans les 30 glorieuses, il fallait consommer, il fallait produire, il fallait consommer, il fallait ultra transformer. Et en fait, au final, vous avez des pizzas à 2 €, c'est pas du fromage que vous avez dessus. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous voyez ce que je veux dire ? Et on met du sucre partout, même dans des produits salés. Et alors, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense qu'une grande partie le savent, le sucre, c'est la drogue la plus dure au monde qui existe. Et là, on a un souci. Et effectivement, c'est vous qui parliez de publicité aussi, c'est que nous, on travaille à l'ARCOM, on est signataire de la charte alimentaire, sur la prochaine charte alimentaire avec les signataires. Et effectivement, c'est sur les publicités dans les écrans jeunes, on a réussi à obtenir, à plusieurs, l'interdiction de la publicité pour les jeunes.
Mais après, là où on a un autre souci, c'est que finalement, on a de la publicité sur des produits qui sont excessivement, j'ai envie de vous dire, classés D, E, F, G, X. Et puis finalement, on n'a pas de publicité sur des fruits et légumes, quand vous regardez bien. Et c'est un peu ça le problème. Donc on essaye de pousser les gens à ce que 5 fruits et légumes se retrouvent en publicité et qu'on fasse, je fais un petit peu d'humour, de la promo du brocoli. Why not ? Plutôt que la promo de la barre chocolatée. Parce que quand vous regardez bien, vous avez de la publicité sur des produits qui sont plaisir, mais pas avec un intérêt nutritif important pour le métabolisme. Donc il y a ça, vous voyez, c'est tout un tout en fait. Et que lorsqu'on se retrouve à gérer des choses qui sont celles de comment je vais payer mon loyer, comment je vais me chauffer, comment je vais faire manger mes enfants, et je te rejoins complètement, Laurence. La priorité, elle n'est pas de est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que je vais faire mes examens, est-ce que je vais faire... Non, ma priorité, elle n'est pas là. Mon état de santé, ce n'est pas la priorité. Or, si le ou les parents ne sont plus là, il n'y a plus rien qui fonctionne derrière. Donc, il y a nécessité absolue d'avoir un travail d'équipe et d'essayer, j'ai envie de dire, de rentrer dans un cercle qui soit beaucoup plus vertueux qu'il ne l'est en ce moment. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je pense qu'on peut durer jusqu'à quelques heures ensemble. Il y a le coût de l'obésité, mais il y a aussi le coût de l'inaction de l'obésité. Le coût financier et le coût humain de cette inaction. Et ça, à nos yeux, je pense que Laurence, on est d'accord là-dessus, c'est pas possible. Le sachant, ce n'est pas possible. Et moi, je dis toujours, faites très attention, l'histoire s'écrit. Et on ne pourra pas dire on n'était pas au courant. On ne pourra pas dire on avait des leviers d'action, mais en fait, on ne l'a pas fait. Ça, c'est pas possible. Parce que le jour où ça va tomber, ça va faire excessivement mal. Et le Covid a été une alerte de taille. Il n'y aura pas de deuxième chance. Parce qu'on sait exactement qui tombera à ce moment-là. Et il y a la nécessité d'aider, d'accompagner, de transmettre une information et de transmettre des formations à l'intégralité de la population de façon différente, de façon non anxiogène, mais d'être dans le proactif et dans la bienveillance. Merci Anne-Sophie pour cette transition parfaite sur le coût de l'inaction, parce que justement ce que j'allais dire, c'est que l'estimation, le coût de l'obésité qu'on a calculé, en tout cas qu'on a essayé d'estimer, ce qu'on appelle un coût évitable, ça veut dire c'est le coût qu'on pourrait éviter à la société si on réduisait, même si en fait on anéantissait complètement cette maladie. C'est-à-dire que c'est des coûts qui sont supportés par l'assurance maladie, donc c'est des dépenses d'assurance maladie, c'est des dépenses de santé qui sont aussi remboursées par les organismes complémentaires d'assurance maladie, les mutuelles, et c'est aussi des pertes de production pour les entreprises. Donc on a essayé de resserrer notre analyse à vraiment des choses très concrètes comme ça. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est un coût de l'inaction. C'est ce qu'on fait supporter à la société parce qu'on n'agit pas assez. Et justement, moi, quand j'ai commencé à travailler avec mon regard un peu généraliste d'économiste sur l'obésité, la première chose que j'ai appris, c'est qu'apparemment, c'était considéré véritablement comme une pathologie à part entière, c'est-à-dire comme une maladie non communicable, au même titre que des maladies cardiovasculaires, que des cancers et autres. Donc je me suis dit, par l'OMS, donc je me suis dit, super, parce que l'assurance maladie suit très bien ces pathologies. On a des très belles statistiques sur environ 56 pathologies qui sont bien définies et bien suivies par l'assurance maladie. Et donc j'avais l'espoir que dans ces 56 pathologies se trouve l'obésité. Et non, ce ne fut pas le cas. Parce que, comme on l'a rappelé au tout début de cette table ronde, en France, ce n'est pas vraiment considéré comme une pathologie à part entière. En tout cas, ça se voit, en tout cas pas du tout dans les statistiques. Et c'est aussi pour ça que notre coût de prise en charge est, je pense, très sous-estimé. Et je me demande, vous allez peut-être répondre à la question, est-ce que ça ne reflèterait pas non seulement une absence, un manque de prise en charge, un manque de coordination et de politique pour prendre en charge les patients qui sont en situation d'obésité?
Alors, je vais peut-être laisser Anne-Sophie après parler plus largement, mais moi, je pense qu'il y a aussi une stigmatisation. C'est que quelque part, tu disais très bien tout à l'heure, le fait d'être obèse ou d'être en surpoids, c'est des gens qui ne font pas attention à eux, qui ne se bougent pas assez, qui ont peut-être une image un peu d'épinal de la personne feignante et qui ne mange pas assez de brocoli. Si c'était aussi simple que ça, et on le voit bien parce que nous on accompagne, aujourd'hui on distribue, les recommandations sont à peu près de 33% de fruits et légumes dans une assiette la plus équilibrée possible, on va dire, et on avoisine nous les 28-29 dans la distribution alimentaire qu'on fait. Et pour autant, on ne voit pas ce chiffre de l'obésité, du surpoids descendre. Dans les ateliers que l'on fait, on distribue des outils, on forme les gens, et pour autant, on ne voit pas les chiffres descendre. Donc je pense qu'il y a vraiment aussi une stigmatisation et que quelque part, les pauvres, on les prend et on s'en occupe avec l'aide alimentaire, mais on ne s'occupe que de l'aide alimentaire, on ne s'occupe pas de la santé et de tout ce qui est lié autour de la personne, dans son intégralité. On ne s'occupe pas de la proximité, par exemple. Donc il y a des zones aujourd'hui, des zones blanches, où vous n'avez pas accès à l'aide alimentaire, mais du coup, vous n'avez pas accès non plus à des producteurs locaux. Et la seule source d'approvisionnement que vous avez, c'est la grande distribution, avec les produits dont parlait Anne-Sophie tout à l'heure, et dont certaines personnes ont mentionné l'ultra-transformation, etc. Donc il y a vraiment une prise de conscience que effectivement les individus doivent être pris dans leur intégralité, qu'il faut qu'on réfléchisse. Nous, on met des dispositifs aujourd'hui itinérants, et on va, c'est peut-être une aberration, demain, je crois que c'est demain ou dimanche, il y a une table ronde sur la souveraineté alimentaire, mais aujourd'hui, on va, nous, dans la cour de ferme d'exploitants agricoles qui n'ont pas les moyens de se nourrir eux-mêmes alors qu'ils sont censés produire ce qu'on doit mettre dans nos assiettes. Voilà. Et ça, c'est des personnes en situation de précarité qui sont isolées et qui, en plus, souvent ont des problèmes de santé liés à leur mode de vie et effectivement à d'autres facteurs. Donc voilà, moi, je pense que du côté, en tout cas, du traitement de la précarité, il faut vraiment repositionner le curseur et se dire que l'alimentation, c'est un super levier d'inclusion sociale et qu'il faut absolument, absolument travailler tous ces sujets de prévention santé à la racine et au départ où les personnes viennent chez nous, ont le courage de pousser la porte d'une asso ou d'aller avoir un travailleur social. Alors pour compléter sur la partie politique, c'est pas parce que le monsieur sera là ce soir, mais le premier à avoir mis le pied à l'étrier, ça a été Nicolas Sarkozy. Parce que, effectivement, ça a été le premier plan obésité. On a eu la création de ce qu'on appelle les CSO, les centres spécialisés obésité. Il y a eu une véritable volonté politique qui, alors, très égoïstement, nous a fait beaucoup de bien. On a eu des recos de la Haute Autorité de Santé. Enfin, on a eu le début d'un cadre. Et alors là, je vais commencer à devenir un peu acide. Au départ du président, l'autre président, M. Hollande et M. Valls et Marisol Touraine ont passé 5 ans à démonter tout le travail qui avait été fait avant. Et là, je me suis un petit peu agacée en réunion de DGS, Direction Générale de la Santé, où je leur ai dit, je ne savais pas que la santé et l'obésité avaient une couleur politique. C'était cinglant. Mais c'était d'une telle puissance. Je me suis dit, comment on peut faire ça? Comment on peut volontairement ignorer une partie de la population en disant, c'est leur problème, ils font pas ce qu'il faut. Je pense que Madame Vautrin le disait tout à l'heure, on a quand même cette chance d'être en France. Puis on est des Français. Donc Français avec le caractère qui va bien, etc. On s'exprime, on râle, mais on avance. Et on a la possibilité de s'exprimer et de co-travailler. Mais ça arrive quand même à une chose qui est très claire, c'est que sur la question d'obésité, et j'en arrive à ma liste au Père Noël, c'est qu'il nous faut impérativement une décision au niveau présidentiel. C'est-à-dire que le président de la République prenne la décision, d'une, de reconnaître l'obésité comme une pathologie, une maladie, de deux, de faire un plan obésité comme le plan cancer sur 10 ans, et pas en dessous, et en interministérialité, parce que c'est l'éducation nationale avec le harcèlement, avec les cantines scolaires. Quand vous faites cuire des pâtes pendant 3 heures dans le bouillon, c'est plus des pâtes, c'est du sucre.
C'est quand vous avez un enfant qui est en surpoids ou en obésité, qui veut faire du sport, on lui dise pas, bon, t'es gentil alors. Il y a deux solutions. Soit tu te mets sur le côté, t'attends que ça passe, ou alors, vu que t'es trop gros, eh ben, on va te faire 4 fois tour au lieu de le faire 2 fois. Et on va t'humilier. Et là, les gamins ne veulent plus le faire. On n'est pas du tout dans l'inclusion. C'est de se dire comment on peut adapter les choses, comment on peut aller de l'avant, comment on peut améliorer effectivement la traçabilité et les impacts sur la publicité, comment on peut être beaucoup plus vertueux dans la transformation et l'ultra-transformation au niveau de l'agroalimentaire. Et là, je reviens pareil, Bruxelles, c'est au niveau national, mais c'est au niveau international. Et puis après, c'est de se dire... en fait, on ne peut pas juste gérer en disant bon, on va trouver des paliers et il nous faut des prises en charge médicales et chirurgicales, mais d'abord médicales, il faut de la prévention, mais d'un autre côté, il faut aussi régler les raisons pour lesquelles on va avoir du poids. Et on est tous, de près ou de loin, concernés à ça. Et là, c'est un travail en transverse avec énormément d'humilité et énormément de pugnacité à essayer d'y aller. Et je pense que voilà, avec Laurence, on a quelques petites années de travail sur le sujet et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais quand on est plusieurs à le faire ensemble, on obtient des résultats qui sont nettement plus appréciables. Et nous, on les a vus. Quand vous avez des médecins pendant le Covid qui vous appellent à 23h30 en disant « J'ai mis le drap sur un gamin de 15 ans qui est mort parce qu'il était juste en surpoids », ce n'est pas possible. Merci pour vos réponses, vos listes de courses. Il nous reste quelques minutes pour prendre des questions, si vous en avez. Après, sinon, je pense qu'elle peut continuer. Bon, très bon. Ici. Je voudrais revenir sur le sucre et le diabète, parce qu'il y a une causalité forte dans beaucoup de cas. Je crois que c'est 8% de la population est diabétique, type 2 à minima. Et je ne sais pas quelle est votre vision, mais quand on voit un médecin, il a une vision médicale du diabète. Donc il va vous donner des hypoglycémiants, des trucs pour réduire le rythme cardiaque. Mais comment est-ce qu'on peut amener une vision un peu plus holistique pour changer de vie autour ? Moi, j'ai pas réinversé mon diabète, mais j'ai réduit, j'ai perdu 12 kilos. C'est pas grâce aux médicaments, c'est autour. Je ne sais pas comment vous voyez les changements qu'on pourrait amener, mais c'est plus un sujet holistique qu'un sujet médical. Je pense qu'Anne-Sophie disait tout à l'heure, c'est aussi dans le cursus universitaire de formation des soignants aujourd'hui, où il y a très très peu, voire pas du tout, de cours autour de la nutrition. Il n'y a pas de sensibilité et puis une question de temps. Enfin, je veux dire, quand vous voyez le temps d'une consultation chez un généraliste, vous venez parce que vous venez le voir pour quelque chose. En général, soit pour une pathologie, un renouvellement d'ordonnance ou une infection. Et voilà, qu'il y a vraiment je pense, ce manque de temps. C'est pas un manque d'intérêt, mais c'est probablement un manque de formation. Et nous, on le voit bien chez les travailleurs sociaux. Quand vous allez voir une assistante sociale aujourd'hui, elle est là pour calculer cette notion qui est extrêmement moche, qui s'appelle le reste à vivre. Là, on calcule le reste à vivre d'un foyer. Elle est là pour trouver une solution d'hébergement. Elle est là pour trouver, effectivement, vous diriger les personnes vers une association d'aide alimentaire, parfois vers un parcours de soins, mais elle n'est pas du tout formée à détecter des signaux faibles. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec nos bénévoles, à notre niveau. Voilà. Enfin, en tout cas, la réponse de mon côté, c'est vraiment une question de temps et de formation. Alors, il y a le diabète et puis il y a tous les organes qui sont sourds. Vous avez le foie, il y a effectivement le cœur. Au moment où ça commence à faire mal, ça fait très mal. Et vous avez les reins. Et effectivement, généralement, les problèmes, après, c'est en cascade. Hein, c'est une version groupée. Hein, on tire le gros lot, j'ai envie de vous dire. Et c'est un peu là le souci. D'où le fait
enfin je reviens, je suis un peu monomaniaque, hein, la reconnaissance de l'obésité comme maladie et la formation impérative dans le cursus des professionnels de santé, qu'ils soient médicaux et paramédicaux. Quand vous voyez que les anesthésistes, quand ils nous voient arriver, ils nous disent « Ah non, alors surtout pas eux. Surtout pas. » Parce qu'en fait, c'était des bombes à retardement. On ne sait pas comment ils vont encaisser l'anesthésie. On ne sait pas comment ils vont se réveiller s'ils se réveillent. Et puis, en fait, on ne sait pas combien et ce qu'on va injecter. Même problématique sur les cancers. Et quand vous êtes sur de l'archir ortho, alors moi, je me suis cassé la cheville. Hein, je suis en Rolls-Royce en ce moment, mais ils vous disent, nous, on ne veut pas vous opérer les genoux. Enfin, moi, ils ne m'ont pas opéré, mais j'ai des chirs qui me disent, moi, quand je vois une dame arriver avec un IMC de 50, elle a les 2 genoux en moins, elle est en fauteuil roulant, je ne l'opérerai pas. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne l'opères pas? Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas l'opérer, parce que je ne suis pas formée. Je lui dis, attends, tu es chirurgien, ton travail, c'est effectivement d'essayer de nous accompagner et d'améliorer, et parce que vous n'êtes pas formé et que dans votre société savante, vous n'allez pas pousser le curseur, vous allez laisser des gens sur le carreau. Là, on est X, demain, on sera X puissance 10. C'est ça qui n'est pas entendable. Et j'en reviens sur la question du sucre. Il est de notre intérêt et devoir de dire, alors, nous, c'est ce qu'on essaye de faire hein, à notre niveau, avec des sociétés savantes, j'ai envie de vous dire, avec toutes les personnes qui ont compris la dangerosité dans laquelle on était. Enfin, je rappelle, 4e cause de mortalité dans le monde. Et pour autant, on fait partie des pathologies non nobles. Ce qui est... Enfin, on marche sur la tête. On attend quoi ? Je reviens sur le coût de l'action et de l'inaction. Demain, ça va nous coûter combien en plus, au-delà de l'aspect financier, de l'aspect complications, pluripathologie à gérer et de l'aspect purement sociétal des gens. Parce que je me revois une fois en sortant de l'Assemblée nationale avec un député qui me disait « Oui, mais bon, c'est vous, combien vous coûtez ?» Parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est combien vous coûtez. J'ai dit « Alors, j'entends. Moi, je vous dis combien les gens, dans quel état ils sont. » Et on ne peut pas dissocier les deux. Et on ne peut pas se dire on a ce pourcentage de personnes qu'on peut laisser de côté. C'est pas entendable. Et là, j'ai envie de vous dire, on est à une crête. On y va, on n'y va pas. On les tue ou on va à un moment donné y aller et les prendre en charge. Il nous faut, je reviens là-dessus, une décision politique présidentielle et rien en dessous, sur 10 ans minimum. Et je m'arrête là. Oui. Un très grand merci pour vos éclairages, tant d'un point de vue humain que de santé et économique. J'ai été confrontée, par le biais d'un membre de ma famille, à des problèmes très graves d'obésité, de surpoids, de diabète. Et en tant que responsable juridique d'une société de santé, j'ai pu voir à quel point les enjeux économiques étaient quelquefois plus importants que les enjeux de santé. Et je me suis sentie impuissante et je me suis dit, une partie de la solution est dans nos placards de cuisine. Et dans nos placards de cuisine, une partie de la solution est dans nos supermarchés. Et il me paraît très important, mais je souhaite avoir votre éclairage et vos réflexions concernant ces plans quinquennaux, décennaux. Comment être mais aussi incitatif par rapport aux supermarchés, chercher actuellement des produits d'index glycémique bas qui sont bons pour la santé de tout le monde et pas que pour les diabétiques, y compris en termes de prévention. C'est un casse-tête chinois, on peut y passer des heures, tout ça pour des pâtes, du riz et de la semoule. Est-ce qu'il n'y a pas des choses simples à mettre en place, déjà pour que ces produits soient visibles, soient présentés en avant, en tête de gondole, entre guillemets, et que tout ça se soit encadré, incité et voire poussé d'un point de vue réglementaire pour que ça devienne tellement incité et incitatif que finalement les gens le fassent et que ce soit des bonnes pratiques. Merci. Quelques secondes pour répondre. Oui, on a quelques secondes. On est un timer, après on a des gages, il paraît. Donc, on a quand même en France, effectivement,
le PNNS qui encadre, qui communique beaucoup. Enfin, on a cette chance quand même d'avoir, je dirais, un encadrement législatif et puis après des politiques publiques autour de l'alimentation qui sont forts. Il y a le Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score tout seul, il ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous dites à des gens, enfin, dans la tête des gens, s'ils mangent que des produits A, ils ne vont pas manger équilibré. S'ils mangent que des produits C, voilà, etc., etc. Donc, c'est un équilibre. Et je pense que, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, pour votre cas, c'est peut-être parce que vous voulez des produits à un index glycémique bas. C'est ce qui paraît important. Moi, je pense que ce qui paraît important, c'est une prévention la plus large possible et des meilleures campagnes. Après, incitatives, c'est pas les enseignes de la grande distribution qui sont responsables de tout. C'est une prise de conscience à la fois des industriels, des producteurs agricoles, des intrants, et puis des acteurs de la chaîne alimentaire en général. Encore une fois, nous, aujourd'hui, on distribue une aide alimentaire qui est assez équilibrée, très diversifiée, et pour autant, on a un niveau de personnes en situation de surpoids, d'obésité, de diabète qui est extrêmement fort. Donc, il faut que ça prenne du temps, mais tant que ça ne sera pas... Enfin, moi je partage complètement, évidemment, ce combat au sein de cette coalition de prise de conscience que là, on vit une pandémie qui est sans précédent. Sans précédent. Et monsieur a perdu du poids, et je veux dire, on peut avoir cette capacité de, effectivement, à un moment donné, de pouvoir se mettre en marche, voilà, ou pas. Mais comment on fait en sorte que, en tout cas, les personnes qui n'ont pas ce choix, qui n'ont pas la capacité de pouvoir le faire parce qu'elles n'ont, encore une fois, elles n'ont pas les moyens de le faire. Enfin, je veux dire, on ne mange pas par plaisir que des surgelés ultra transformés. C'est que ça va plus vite parce que c'est pratique, parce que, enfin, on a parlé des gens qui sont inclus socialement, etc. Mais vous êtes des personnes à la rue aujourd'hui. Quand vous êtes sans domicile fixe, vous imaginez bien. Alors, et vous avez le contexte de vie qui fait que c'est des gens qui ont effectivement une durée de vie extrêmement courte, qui vivent des violences inouïes. Je veux dire, les femmes qui sont à la rue, dans une année, 100% des femmes qui vivent à la rue subissent un viol, quelle que soit leur situation de santé, état physique. Voilà. Donc ça, et donc elles subissent ça. Et après, elles ont évidemment un syndrome post-traumatique. Et d'ailleurs, vous le voyez, moi, je suis assez frappée, vivant à Paris, dans un quartier plutôt favorisé, de voir ces femmes à la rue. Ce pas des femmes maigres, c'est des femmes, justement, qui se recouvrent, qui je pense, prennent la nourriture pour s'englober, pour disparaître. Donc, voilà, il faut simplement... Enfin, moi, je ne suis pas pour stigmatiser un acteur de la chaîne alimentaire, mais plutôt pour qu'ensemble, on prenne conscience de cet enjeu et de cette pandémie qu'il faut qu'on arrive vraiment à combattre voilà, de manière la plus, je dirais, concertée, intelligente, et puis qu'on nous écoute, voilà, qu'on ait de la légitimité, de la crédibilité d'être entendu aujourd'hui. Très, très rapidement, avant de repasser la parole tout à l'heure. Alors, il y a effectivement le Plan National Nutrition Santé, PNNS, il y a la DGS qui travaille sur le sujet, il y a le CNA, le Conseil National de l'Alimentation, qui est interministériel sous 4 ministères. On y était encore mercredi après-midi, et là, je peux vous assurer que les conversations, elles sont chaudes. Et effectivement, c'est comment on peut essayer d'avancer ensemble. Nous, on a besoin d'étiquetage très clair, et pas un truc où il faut avoir fait 15 ans d'études pour pouvoir lire quelque chose qui est écrit encore 3 ou 4, hein, vous voyez ce que je veux dire, et à un moment donné, il va falloir légiférer. C'est-à-dire que c'est soit on avance, soit on légifère. Il faut monter à Bruxelles. Voilà. Merci pour votre témoignage. François Sarkozy, moi je suis médecin, j'étais ancien pédiatre. Vous avez bien sûr insisté sur la prévention et c'est ô combien essentiel. On sait que dans l'obésité, il y a une composante sociale, vous venez d'en parler, qui est extrêmement importante. On sait aussi que la prévention vis-à-vis des catégories socialement défavorisées, c'est très complexe. Qu'avez-vous prévu? Alors, on vient de parler de l'alimentation, mais comment peut-on faire pour atteindre ces populations? Parce qu'on sait qu'un des facteurs de risque, c'est justement les mauvaises habitudes alimentaires, la sédentarité, etc. Est-ce que vous avez déjà des recommandations à ce sujet pour le fameux aller vers? Alors, un début de réponse, parce que c'est vraiment d'où notre idée du plan interministériel, disons, plan obésité comme le plan cancer. Il y a eu le rapport de Martine Laville qui a été déposé il y a à peu près 1 an et demi à M. Braun, qui était ministre de la Santé à l'époque, hein, sur la suite de la feuille de route obésité. Nous, à notre niveau, au niveau du collectif, on a été saisi par la DGS sur la partie, j'ai envie de dire, sociétale de la problématique de l'obésité. Et
on a 108 points recommandations sur lequel ça part de la femme en désir d'enfant, avec toutes les étapes d'information, de cadrage, de qui peut rentrer en ligne de compte en donnant telle et telle et telle information. Alors je prends un exemple, c'est en crèche, voilà, on fait comment ? Il faut former les gens. Il faut former à la fois les professionnels, les encadrants, à tous les niveaux, et il faut informer. Et dans le informer, il y a l'ARCOM, parce que l'ARCOM, c'est tous les médias. Et dans tous les médias, il y a aussi tous les réseaux sociaux. Et on essaye jusqu'à présent, enfin je touche du bois, les réseaux sociaux Meta, Google, Snapchat n'étaient pas signataires. Là, a priori, ils vont l'être, sur lequel on a des obligations d'information et des restrictions, voire des annulations. Je pense aussi à tout ce qui va être harcèlement, tout ce qui va être négatif, en passant par l'ARPP, qui est le régulateur de la publicité, des médias, etc., avec des sanctions. Vous voyez, il faut serrer la vis à plein de niveaux, je pense, et être en capacité d'ajuster les messages en fonction des tranches d'âge à qui vous allez avoir affaire, adapter les messages et faire en sorte qu'effectivement, manger 5 fruits et légumes, je repense à Dominique Voynet on avait fait les états généraux de l'alimentation et ils avaient évalué le message de pourquoi manger 5 fruits et légumes. Alors, avant qu'on se fasse complètement jeter de la salle parce qu'on a débordé de 7 minutes, est-ce que vous connaissez la raison exacte de pourquoi il faut manger 5 fruits et légumes par jour et quelle est la quantité? J'ai perdu tout le monde. Voilà. Et du coup, on a des gens qui nous disent « Ah bah j'ai mangé 5 cerises. J'ai mangé mes 5 fruits et légumes. » Et il y a des gens qui vous disent « Ok, le message, on l'a complètement entendu, mais on ne le pratique pas. » Si vous ne mettez pas l'intégralité du message là-dessus, alors je reprends une vieille cassette, j'ai fait 18 ans de presse médicale, c'est que si vous ne dites pas pourquoi il faut le faire, quels vont être le rapport bénéfice-risque sur du court, moyen, long terme, la population ne va pas comprendre et ne va pas appliquer le message. Il y a qu'à Faucon, on est d'accord. Parler aux gens, c'est les impliquer, c'est leur expliquer ce qu'il va y avoir comme résultat sur eux directement. Et je pense qu'effectivement, il faut parler simple et il faut parler avec bienveillance à l'intégralité directe de la population pour pouvoir les emmener avec nous. Et effectivement, voilà, c'est pas un choix de vie. S'il y a des personnes qui font une enveloppe corporelle très généreuse, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, ça a été très violent et qu'effectivement, elles veulent s'effacer pour ne plus être des proies. Et voilà, ça, on ne peut pas l'empêcher et que, voilà, il faut ne pas être dans le jugement, mais être dans l'accompagnement et être en capacité aussi d'améliorer leurs conditions de santé impérativement pour aller sur une meilleure espérance de vie, parce que j'ai envie de vous dire, je prends un discours de L'Oréal, parce qu'on le vaut bien aussi, en fait. Merci beaucoup. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup à tous. Merci.